Les gens ont une attente incroyable vis-à-vis du RN. Moi, ce qui m'a choqué, plutôt interloqué dans cette élection, c'est l'attente des gens vis-à-vis du RN. On vient vous voir et on dit vous n'avez pas intérêt à nous décevoir. On vient vous voir et on vous dit vous avez intérêt à gagner. On vient vous voir et puis on vous dit attention, cette fois-ci, ne décevez pas, vous êtes les derniers en qui on croit. Quand on incarne le dernier espoir, on a une grande responsabilité. Bonjour Flavien Termet, vous avez 22 ans. Depuis quelques jours, vous avez fêté votre anniversaire le 8 juillet et vous êtes le nouveau Benjamin à l'Assemblée nationale pour cette 17e législature. Vous succédez à cette place particulière à un certain Louis Boyard, député emblématique de la France Insoumise. Vous faites partie des 3 plus jeunes députés de la 5e République et des nouveaux visages de cette législature toute neuve. Vous avez emporté la première circonscription des Ardennes dimanche dernier avec 53% des voix au second tour contre le député sortant du camp présidentiel. Alors, vous avez visité l'Assemblée nationale cette semaine. Je voulais vous demander d'abord comment est-ce que ça s'était passé, quel a été le déroulement de cette journée, quel siège est-ce que vous avez, quelles impressions? Alors déjà bonjour, merci de votre invitation. Et alors cette première journée, déjà c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que on rentre dans un lieu qui est hautement symbolique. C'est le lieu de beaucoup de grandes décisions, c'est ce qu'on appelle le temple de la démocratie. Donc c'est quand même impressionnant et ça revêt quand même d'un côté très solennel. Mon siège, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore parce que c'est attribué aussi par le groupe, etc. Donc c'est un certain nombre de décisions qui viennent un peu après. Je le saurai peu avant le 18, quand on fera notre véritable entrée en hémicycle. La première journée, c'est une journée vraiment de rentrée qu'on pourrait comparer à une rentrée des classes en fait. Donc on a tout un tas de rendez-vous avec les services de l'Assemblée, donc la division des transports, les déontologues, la photo en hémicycle, tout un tas de paperasse administrative aussi pour tout ce qui est d'ordre indemnité parlementaire, les enveloppes, etc. Donc beaucoup d'informations à assimiler, mais je veux dire, on va pas se plaindre, hein, on a voulu le job, donc maintenant c'est une rentrée, voilà, c'est une rentrée, puis maintenant au travail quoi. On vous donne certains objets, j'ai l'impression, c'est ça l'écharpe déjà, donc ça fait vraiment plaisir quand on la reçoit. C'est là vraiment qu'on commence à réaliser, parce qu'au départ le lendemain de l'élection on réalise pas toujours, on voit ce qu'il y a à faire et puis on commence à rentrer dans le travail. Mais quand on voit l'écharpe et qu'on la porte pour la première fois, il y a quelque chose de très émouvant. Oui. Ça m'étonne pas. Marine Le Pen est la responsable de ce groupe parlementaire. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'elle vous a un peu briefé pour ce premier jour? Alors oui, on a eu notre première réunion de groupe, effectivement, où Marine Le Pen a été réélue à l'unanimité présidente du groupe Rassemblement National. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Déjà, elle nous a briefé donc, politiquement avec Jordan, parce qu'elle était accompagnée de Jordan Bardella, évidemment, le président du RN. Donc ils nous ont briefé politiquement, déjà sur la stratégie qu'on allait adopter. Et puis, ils nous ont aussi mis en face de nos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, on a un groupe important à l'Assemblée nationale qui va compter dans les décisions à venir, qui va peser dans la vie politique française et qui va incarner l'opposition jusqu'à la prochaine présidentielle. Donc c'est des responsabilités, d'abord dans notre tenue, dans notre comportement, dans nos prises de parole, nos déclarations. Ils ont mis l'accent sur l'unité du groupe qui faisait sa force et ça c'est extrêmement important. Et donc effectivement, voilà un certain nombre de consignes qui sont importantes pour que le groupe vive bien et qu'on soit à la hauteur de la responsabilité que les Français nous ont confiée durant cette mandature. Très concrètement, des consignes vestimentaires, pas d'insultes, des éléments comme ça, aussi concrets que ça.
évidemment. Alors, on a beaucoup parlé de la stratégie de la cravate. Je sais bien que c'est comme ça que les médias l'ont nommé, mais c'est plus concret que ça. Et en même temps, c'est plus abstrait. C'est effectivement porter une cravate, mais c'est d'abord incarner la fonction, la nouvelle fonction que les Français de nos circonscriptions respectives nous ont confiée. Et surtout en être digne dans notre comportement, dans nos prises de parole, voilà, ne pas se comporter comme des sauvages en hémicycle, ne pas insulter, interpeller, parce que la courtoisie c'est important aussi en politique. On ne peut pas vouloir remettre le pays en ordre sans être nous-mêmes courtois, sans bien se tenir, sans être poli, y compris vis-à-vis du personnel de l'Assemblée nationale, qui sont des gens formidables. Et bien sûr, tout ça est très important, et Marine Le Pen nous l'a rappelé, parce que on est aussi l'incarnation, l'émanation du Rassemblement national dans nos circonscriptions. Alors effectivement, on représente la nation tout entière, une part de la nation, mais on est quand même les représentants aussi d'une circonscription, d'un certain nombre d'administrés, mais on est la parole du RN. On est chacun une petite part de la parole du RN, et ça demande quand même de la prudence, de la responsabilité pour ne pas engager tous nos collègues et le parti sur des terrains ou des positions parfois personnelles que les autres ne voudraient pas ou ne pourraient pas assumer. Donc c'est important de respecter ça, cette solidité de l'unité du groupe qui fera sa force et qui nous amènera à gagner la présidentielle de 2027. Voilà, une vitrine du Rassemblement national, et le RN soigne sa vitrine. Alors, il y aura une grande journée ce 18 juillet, ce jeudi, puisque la première séance de la nouvelle législature sera présidée par le doyen de l'hémicycle, qui sera assisté des 6 plus jeunes députés. Alors on élira le président du Palais Bourbon ce jour-là, le doyen, c'est celui qu'on appelle le président d'âge, et c'est un député Rassemblement national aussi, José González, il a 81 ans, presque 60 ans de plus que vous, et vous lui servirez donc de secrétaire durant cette séance. En quoi consiste ce rôle, et qu'est-ce qu'on verra à l'écran pour ceux qui regarderont cette séance? Alors, je vais être très honnête avec vous, on m'a pas donné beaucoup de précisions encore sur ce rôle, il faudra que j'en parle avec mon collègue José González. Mais a priori, d'après ce que j'aurais compris, je serai derrière l'urne en fait, où les députés viendront glisser leur bulletin pour l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Et mon rôle sera aussi de serrer la main, de saluer chacun des 577 députés de l'Assemblée nationale. Alors, en tout cas, pour ceux qui le voudront bien. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un certain nombre de députés qui risquent de refuser de vous serrer la main. Bah, a priori. Vous y attendez. Ça vous traumatisera pas? Non, a priori, je devrais m'en remettre. Bon. Alors, parmi ces 6 jeunes députés qui seront derrière José González, il y aura 4 rassemblements nationaux et il y aura le fameux Louis Boyard. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous redoutez la rencontre avec Louis Boyard? Est-ce que vous lui serrerez la main? Moi, je serre la main à tout le monde, à tous ceux qui l'acceptent. Louis Boyard, est-ce que je le redoute? Mais pas du tout. Je veux dire, c'est un député assez insignifiant à mes yeux. Il remplit son rôle de représentant des jeunes de la France insoumise. Il bordélise l'Assemblée depuis des mois maintenant. Franchement, on ne s'attend à rien de sa part et on ne sera pas déçu, je pense. Voilà. Bon, ça vous traumatise pas? Non, alors pas du tout. Alors, on va parler un petit peu de vous pour mieux vous connaître, parce que les Français ne vous connaissent pas encore très bien. Vous êtes un homme politique très précoce, né dans un milieu qui ne vous destinait pas à cela. A priori, votre père est un chef d'entreprise charcutier, de charcuterie. Votre mère était assistante familiale. Comment vous est venue votre vocation politique et pourquoi? Pourquoi la politique? Alors effectivement, vous le dites, je ne suis pas issu d'un milieu politique ou d'un milieu intellectuel, je ne suis pas fils de prof ou fils d'ambassadeur, j'ai pas fait les meilleures écoles, mais j'ai eu une chance d'avoir des parents qui m'ont donné tout ce dont j'avais besoin dans la vie par la force de leur travail. Vous l'avez dit, mon père il est artisan charcutier, il a été chef d'entreprise pendant 35 ans. Ma maman est assistante familiale, donc on fait famille d'accueil. J'ai grandi, j'ai fait mon adolescence aussi avec en compagnie d'enfants qui étaient placés par l'État en famille d'accueil pour être protégés, à qui on a offert un foyer et qui pour certains sont devenus de véritables frères et sœurs. Et donc, du côté du travail de ma mère, ça m'a peut-être effectivement donné
une sensibilité, une envie d'aider les autres, peut-être une considération pour les plus fragiles de nos compatriotes. Et du côté de mon père, ça m'a donné une véritable force, celle du travail, celle de continuer quand c'est difficile, celle de se lever le matin, parce que quand vous avez 12, 13, 14 ans et que vous voyez votre père l'été faire 80 heures par semaine ou plus, aller sur les marchés, faire un travail difficile, rentrer fatigué, se lever fatigué et s'endormir en plein après-midi parce que le travail est difficile. Ça vous donne une vraie vision du travail et ça vous donne aussi une responsabilité parce que quand vous avez 15-16 ans et que vous commencez à travailler avec lui, pas toujours par plaisir, mais aussi parce que vous avez envie de l'aider, parce que vous voyez votre père voilà, trimer. Je peux vous dire, c'est des choses qui marquent, et c'est des choses qui marquent un engagement politique. Et donc, moi, voilà, c'est ces deux facettes de mon histoire familiale qui m'ont donné envie de m'engager, d'aider les autres, et surtout d'un côté les plus fragiles de nos compatriotes, mais aussi ceux qui travaillent le plus dur et le plus, et qui sont pas assez considérés aujourd'hui par les gouvernants, qui sont considérés comme de la main-d'œuvre jetable, parfois même remplaçable, ce qu'on appelle les métiers sous tension. Ces gens ne sont pas des gens interchangeables, ces gens sont des gens qui souffrent, qui bossent, qu'il faut aider à payer justement, qui puissent vivre de leur travail, faire vivre leur famille. Et donc, mes parents m'ont tout donné, tout ce que j'avais besoin pour démarrer dans la vie. Et même encore récemment, ils continuaient de m'aider, de me soutenir. Et donc, je leur serai éternellement reconnaissant pour ça. Et je pense qu'effectivement, c'est le moteur principal de mon engagement politique. Vous disiez que ça faisait longtemps que vous ne les avez pas vus, hein, parce que en réalité, vous vous êtes présenté dans les Ardennes, mais vous êtes plutôt breton. J'ai bien compris. C'est ça. Alors moi, je suis né en Bretagne, à Lorient. J'y ai fait mes études, primaire, collège, lycée. J'ai fait ma fac, le début de ma fac à Rennes. Et effectivement, je les ai pas vus depuis un moment parce que j'ai été nommé en juin 2023 par Jordan Bardella et Gilles Pénel, ainsi que l'ensemble du bureau national dans les Ardennes en tant que délégué départemental pour y effectuer le travail d'implantation locale, le travail préparatoire aux élections municipales de 2026 notamment, puis le reste derrière. Donc effectivement, la campagne des européennes a été longue, couronnée de succès, mais longue. Et donc j'étais tous les week-ends, toutes les semaines sur le terrain, dans mon département. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion de voir mes parents depuis un bon moment, mais je compte bien aller les voir cet été. Bon, alors vous êtes intéressé très tôt à la politique. Hein. À 17 ans, vous entrez chez les Républicains. Pourquoi chez les Républicains? Et qu'est-ce que vous y avez appris? Et pourquoi est-ce que vous les avez quittés 3 ans plus tard pour rentrer au Rassemblement national? Alors effectivement, on aime bien me taquiner là-dessus. J'ai pris une carte un jour républicain quand j'avais 17 ans. Mais je ne regrette pas. Je l'ai fait par naïveté parce que voilà, de construction idéologique gaulliste et ayant des amis qui y étaient, je m'y suis engagé. Très vite, on s'est rendu compte que nos idéaux de souveraineté populaire, de souveraineté nationale, de progrès social et économique, tout ce qui est question économique aussi sur l'étatisme, etc. Toutes ces choses n'étaient plus incarnées par les Républicains. Ils ne voulaient plus défendre cet héritage intellectuel et moral du général de Gaulle et ils s'étaient convertis, peut-être, je ne sais pas, par habitude du pouvoir ou par des fréquentations un peu trop intellectuelles mondaines, à un affairisme et à un mondialisme qui leur a fait abandonner tous leurs idéaux patriotes au profit voilà, d'une pensée absolument centrée sur l'économie, une économie en plus mondialisée. Ce sont des gens qui ne croient plus en la France, en sa puissance, en sa capacité à redresser la barre. Donc moi, je les ai quittés avec un certain nombre d'amis il y a quelques années maintenant pour rejoindre le Rassemblement national qui incarne véritablement ce mouvement populaire que l'on voulait. Ce mouvement populaire
patriote, attaché à la fois au progrès social, à la protection de notre identité, au référendum, la parole au peuple, ça c'est quand même fondamental. Et puis, alors quand on dit que le RN est anti-gaulliste, etc., mais le RN est le parti le plus gaulliste aujourd'hui, dans ses idéaux, dans ses fondamentaux. C'est ce qui m'a poussé avec quelques amis. Pourquoi ? Parce que vous pensez au référendum, évidemment, mais au rapport peut-être du chef de l'État avec le peuple français, c'est ça ? Bien sûr, le rapport direct, la relation directe entre le chef de l'État et le peuple français. Je pense que quand on a eu Nicolas Sarkozy qui milite en 2005 pour le référendum en disant on ne fera pas l'Europe sans les peuples, et qui en 2007 fait passer quasiment le même traité, cette fois-ci au Congrès, parce que le peuple lui avait mis une raclée, excusez-moi, c'est pas une attitude de chef d'État. Voilà. Donc à un moment donné, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les seuls qui veulent véritablement, dans leur programme, redonner la parole au peuple, cette Cour suprême qui doit décider sur les sujets importants. Ce sont les seuls qui disent non, ce ne sont pas les cours de justice internationale, ce ne sont pas les technocrates de Bruxelles qui vont dicter la politique de la France, ce ne sont pas non plus les juges du Conseil constitutionnel qui diront si oui ou non la loi décidée par le peuple doit s'appliquer. Donc ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le référendum. Et donc Marine Le Pen et Jordan le défendent. Et pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental, on ne peut pas brider la parole du peuple. Et s'il décide par référendum, il tranche. Alors, vous avez fait des études de droit et de Sciences Po, de sciences politiques à Rennes. En parallèle, vous travaillez pour le Rassemblement national, vous êtes délégué départemental, vous l'avez dit, et vous avez travaillé avec Gilles Penel, qui était précisément chargé des candidatures au sein du Rassemblement national et qui a été d'ailleurs un petit peu accusé pour cela par la presse de gauche notamment, qui lui a reproché d'avoir recruté des gens qui n'étaient pas complètement propres sur eux. Il aurait démissionné pour ça. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage-là et qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été difficile. Effectivement, il y a une certaine presse militante qui a accusé Gilles Penel d'erreurs de casting qui sont parfois des erreurs collectives. Je vais vous dire, Gilles Penel n'a pas assumé seul ces erreurs de casting. Des erreurs qui, en plus, nous ne pouvions pas deviner pour certaines. Je veux dire, quand un candidat est sous curatelle, ça c'est une info que la préfecture fait fuiter, évidemment. Enfin, on ne peut pas le savoir. Quand il y a des choses qui se sont passées il y a 40 ans, même si on avait demandé le casier judiciaire numéro 3, on ne l'aurait pas vu, on ne l'aurait pas su. Donc, si vous voulez, des gens qui étaient déjà candidats il y a des années, certaines choses qui ne sont pas ressorties et qui aujourd'hui sont ressorties. Bon. Si vous voulez, je pense que dans cette élection, on a voulu faire chuter le Rassemblement national. Et nos candidats ont été passés au crible, les uns après les autres. Il y a eu des moyens considérables mis par certains médias pour enquêter sur des candidats. Chose qu'on ne fait pas pour les partis centristes, chose qu'on ne fait pas pour les partis de gauche. Parce que quand le Nouveau Front Populaire investit un triple fichier S à Avignon, quand ils investissent parfois des gens qui frisent ou qui ont carrément des déclarations antisémites ou homophobes. Là-dessus, ça ne fait pas scandale. Là-dessus, ça ne fait pas scandale. Donc à un moment donné, qu'il y ait sur plus de 500 candidats, 0,1% de candidats, oui, dont c'est des erreurs, et qui ont été traduits devant les instances du RN, dont on a retiré le soutien, c'est une chose. Mais Gilles Penel, je vais vous dire, a été un grand directeur général pour le RN. J'ai été fier de travailler à ses côtés, réellement, au service des fédérations, sur les formations. Il a passé 6 ans en fédération, il a accompagné Jordan Bardella dans sa prise de mandat en tant que président du RN. Il a été un grand serviteur du parti, un grand militant aussi depuis 40 ans d'engagement politique. Et la vérité, c'est que sa démission, son passage de flambeau, était décidé depuis plusieurs mois déjà. À partir du moment où on a su qu'il allait être député européen, il a décidé aussi avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, de passer la main et de se consacrer à son mandat de parlementaire européen. Donc il entre dans une autre phase de sa vie politique. Mais vous dites que c'est pas lié à ces petites polémiques, que son départ de son poste. Bien sûr, non, c'était prévu. Et je veux dire, ceux qui accusent Gilles Penel d'avoir été un fusible dans cette élection, mais ils ont tort parce que les fusibles, on les fait sauter quand il y a une défaite. Le RN n'a pas eu une défaite. On a augmenté considérablement notre nombre de députés. On a fait 10 millions de voix
On a fait 10 millions de voix en France, on est le premier parti en nombre de députés et en nombre de voix. Et c'est de très bon augure pour la présidentielle, parce que ce que ne disent pas les médias, c'est que nos voix, on a été les chercher, notre progression de voix, on l'a fait dans des endroits où on ne perçait pas encore, dans les grandes métropoles, dans les villes, dans des catégories socio-professionnelles qu'on n'atteignait pas encore. Et je veux vous dire, c'est de très bon augure pour la présidentielle, et moi, ça me donne toute confiance. Donc, ce n'est pas une défaite, il n'y a pas de fusible. Gilles Pénel se consacre à son mandat de député européen, qu'il exercera brillamment en tant que breton et spécialiste des questions agricoles. Et moi, j'ai été très fier de servir à ses côtés, je l'assume. Alors, vous êtes, paraît-il, un as des réseaux sociaux, dit-on. Mais tout à l'heure, on en discutait un petit peu avant. C'est ce qu'on a dit de vous, en tout cas, dans les médias, mais on en discutait tout à l'heure. Vous disiez que pas du tout. Vous n'êtes pas du tout un as des réseaux sociaux. Et c'est pas là-dessus que vous avez fait votre campagne. Hein. Comment est-ce que vous avez monté votre campagne et quels sont peut-être vos points forts pour qu'est-ce que vous êtes découvert comme talent dans cette campagne, comme candidat? Pas les réseaux sociaux en tout cas, parce que mes réseaux sociaux, dès que je peux, je les délègue, parce que c'est un métier, hein, c'est un métier, et moi j'ai pas ce sens-là. Bon, on peut pas avoir toutes les compétences, bien heureusement. Donc je délègue ça, les réseaux sociaux. Mais cette campagne, comment je l'ai construite? Moi, je l'ai construite d'abord en incarnant la marque du RN, parce que faut pas se leurrer, quand on est candidat du RN, c'est le parti, c'est Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella et l'aura du RN qui nous apporte nos voix. Donc j'ai voulu incarner cette candidature le mieux possible, mais surtout j'ai voulu cette campagne de terrain, cette campagne de proximité avec les gens, sur les marchés, le porte-à-porte, les tractages, parce que je pense que c'est là qu'on est le meilleur, tout simplement, et un contact direct, une poignée de main, un sourire ou un regard, c'est le meilleur moyen, je pense, de convaincre un électeur. J'ai voulu une campagne courageuse aussi, sans me défiler face à mon adversaire. J'ai battu 2 fois face à lui, sans aucun souci. Vous avez débattu 40 minutes sur France 3 Champagne-Ardenne le 3 juillet. Comment est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que c'était stressant? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en avez Alors pour être précis, j'ai débattu 2 fois 40 minutes, une fois avant le premier tour, une fois dans l'entre-deux tours. Non, c'est pas stressant. Vous savez, quand on est solide sur ses appuis, quand on a une matrice idéologique, quand on connaît le programme, et surtout quand on connaît aussi le programme de ses adversaires et ses faiblesses, il faut y aller avec la force et la tranquillité. C'est comme ça qu'on est le meilleur. Donc évidemment, ça se prépare un petit peu en relisant le programme précis des législatives, le calendrier que Jordan Bardella a voulu mettre en place en cas de prise de Matignon. Mais non, j'y suis allé avec la confiance et la sérénité qui est nécessaire avant un débat, hein, parce que si on arrive stressé sur un plateau, on n'est pas bon. Hein. Absolument. Alors, vous, oui, quelques mots quand même sur ce public des Ardennes, sur vos électeurs. Qu'est-ce qu'ils ont comme spécificité? Ce sont beaucoup de ruraux, de petites villes, nous disiez-vous. Hein, c'est ça, ça doit être donc spécifique. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quel est le message que vous avez entendu dans cette campagne? Alors effectivement, ma circonscription est une circonscription très rurale. Donc moi j'ai toute une partie de Charleville-Mézières. La deuxième ville c'est Rethel, 7000 habitants. Et le reste de la circonscription, ce sont que des villages, ce sont que des territoires très ruraux, très agricoles, un peu industriels aussi. Et donc voilà, c'est un public qui est en attente à la fois de pouvoir d'achat, de services publics, du retour de l'État, autant dans l'économie par l'investissement, par les services publics, que dans la rue, que dans l'ordre. Les gens ont une attente incroyable vis-à-vis du RN. Moi, ce qui m'a choqué, plutôt interloqué dans cette élection, c'est l'attente des gens vis-à-vis du RN. On vient vous voir et on dit vous n'avez pas intérêt à nous décevoir. On vient vous voir et on vous dit vous avez intérêt à gagner. On vient vous voir et puis on vous dit attention, cette fois-ci, nous décevez pas, vous êtes les derniers en qui on croit. Et ça, je veux dire, quand on vous dit ça, les yeux dans les yeux, ça vous donne une responsabilité et vous vous dites ces gens-là, je m'engage face à eux. Ces gens-là, j'ai un engagement face à eux et je ne peux pas me permettre de les décevoir parce que, alors humainement, pour nous, c'est important en tant que candidat quand on entend ça, mais en même temps, le RN a cette responsabilité. Quand on incarne le dernier espoir, on a une grande responsabilité parce que la déception est d'autant plus grande. La déception est d'autant plus grande que l'espoir est grand. Et si nous, on échoue, je pense que le pays ira très mal.
Je pense que le pays ira très mal, pas seulement parce qu'on laissera le pouvoir à des gens qui ne veulent pas défendre le pays, mais aussi parce que les gens ne croiront plus en la politique. Donc effectivement, voilà, ça, on prend la mesure dans l'engagement à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils ont réagi à la relative déception du second tour? Alors, il y a deux réactions. Il y a la première réaction, effectivement, c'est décevant, on ne s'attendait pas effectivement à avoir, alors entre guillemets, aussi peu de députés, alors qu'on a quand même augmenté considérablement la taille de notre groupe. Mais effectivement, les gens avaient l'attente d'une majorité absolue du RN. Et bon, on ne l'a pas. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Et puis, donc, il y a cette déception. Et puis, il y a aussi ceux qui nous disent attendez, vous allez voir, avec la gauche ou les macronistes au pouvoir 2 ans de plus, vous êtes la principale opposition, on gagne en 2027, c'est sûr. Et je veux dire, les gens ont encore de l'espoir. Et moi, j'étais, pas plus tard que hier ou avant-hier, chez un chef d'entreprise dans un village, qui me disait finalement, c'est peut-être pas plus mal que vous ayez perdu, puisque de toute façon, que vous n'ayez pas la majorité absolue, parce que de toute façon, avec Macron, vous auriez pas pu appliquer tout votre programme, mais vous allez gagner en 2027, et nous, on y croit, on sera derrière vous. Alors, ça fait plaisir quand on vous le dit, ça fait plaisir de voir que les gens y croient encore, et ils ont raison d'y croire, parce qu'on gagnera. Mais moi, je ne peux pas empêcher de leur dire que je suis déçu qu'on ne puisse pas les aider tout de suite. Qu'on doive encore vivre 2 ans de déclin du pays, 2 ans de désordre, 2 ans où on ne pourra pas régler leurs problèmes de pouvoir d'achat, on ne pourra pas renégocier le marché européen de l'électricité, 2 ans on ne pourra pas augmenter les moyens de la police, 2 ans on ne pourra pas réimplanter des services publics dans nos territoires ruraux, 2 ans on ne pourra pas aider les gens. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de leur dire ça et je ne me résous pas à regarder les choses de manière cynique en disant bon, on a perdu, mais on va gagner et on est dans une position qui est plus confortable. Non, moi, je ne me résous pas à ça. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron peut tenir 2 ans, voire 3 ans, parce que c'est plus 3 ans qui restent jusqu'à la fin du mandat, dans cette situation? Je pense que si Emmanuel Macron veut prendre ses responsabilités, il doit démissionner. Il doit démissionner. Je veux dire, la seule chose qui remet les pendules à l'heure dans notre pays, c'est l'élection présidentielle. Faut pas se leurrer. Les élections législatives, tous les partis rentrent dans leur niche, les électeurs se divisent, on a des jeux de barrage qui sont invraisemblables, qui ont lieu seulement pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir, mais c'est la présidentielle qui remet les choses dans l'ordre dans le pays. Là, on n'a jamais eu une assemblée aussi divisée. Elle est ingouvernable. Ça va être l'alliance de la carpe et du lapin pour former un gouvernement et un gouvernement qui sautera. La vérité, c'est que depuis le 8 juillet, on a changé de régime. On est revenu dans la 4e République, le pouvoir des partis. Alors on le voit depuis 3, 4, 5 jours, c'est les grandes manœuvres, c'est les petits accords de dîner en ville pour savoir qui sera vice-président, qui sera questeur, qui va sauver son poste à la commission affaires culturelles. Mais par contre, personne ne pense à l'intérêt national à part le RN. Personne ne se dit qu'est-ce qu'on fait, quelle majorité pour quel projet. C'est la course au poste, c'est la course aux petits accords de boutique et c'est le retour du pouvoir des partis. On le voit bien, le pouvoir n'est plus à l'Élysée, le pouvoir n'est plus à Matignon. Le pouvoir, aujourd'hui, il est entre les mains des parlementaires. Et alors, on voit ce qu'ils en font pour les 2 tiers de l'hémicycle. Hein. Ça fait peine à voir. Ça fait peine à voir. Donc la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron doit démissionner. Il doit démissionner. On doit repartir sur une présidentielle. On repart sur des législatives. On donne une majorité au pays pour gouverner. Et le peuple tranche une fois pour toutes. Et est-ce que vous pensez que le Front républicain est soluble dans l'élection présidentielle? Oui. Oui, je pense que quand le peuple est interrogé dans son ensemble sur un an, il peut trancher. Et je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle structurel aujourd'hui à notre arrivée au pouvoir. On a percé dans les catégories socio-professionnelles qu'on n'arrivait pas à convaincre encore il y a 10 ans. On a percé dans des lieux, des villes où on n'arrivait pas à percer il y a des années. Je veux dire, j'aurais pas gagné ma circonscription si on n'avait pas fait des très bons scores à Charleville-Mézières. Voilà, des lieux où on avait des retards de voix avant, aujourd'hui on a des voix d'avance. Donc c'est tous ces endroits où avant on ne poussait pas assez. La Bretagne
La Bretagne, alors vous l'avez dit, je suis né là-bas, alors je connais un peu. Brest, communiste depuis la Libération. Lorient, à gauche, depuis 50 ans, est passé au centre droit sur un accident en 2020. On est en tête, le RN est en tête. On fait 26 second tours sur 27 en Bretagne. On fait 500 000 voix. Ça, si c'est pas un signe qu'on va gagner l'élection présidentielle, enfin, faut me le dire. Au RN, on s'était toujours dit, le jour où la Bretagne tombera, c'est qu'on sera au pouvoir depuis 20 ans. Écoutez, la Bretagne tombera et on arrivera au pouvoir en même temps. Donc, je vais vous dire, je suis confiant. Je suis confiant, il n'y a plus d'obstacles structurels et on va gagner cette présidentielle parce que le peuple, aujourd'hui, nous pousse au pouvoir. Et on va comment dire, s'extraire des petits accords de boutique, signés à Matignon sur des désistements qui ont franchement donné une image déplorable de la politique, quoi. Déplorable. En attendant, la candidate pour le poste de Premier ministre à Matignon, proposée par le nouveau Front populaire, est une communiste, Huguette Bello, que les Français découvrent, hein, on ne la connaissait pas, une communiste jusqu'en 2012 et qui se dit toujours communiste d'ailleurs, même si elle a monté son propre parti. Est-ce que ça vous paraît... qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Enfin, ce serait drôle quand même que le pays... ce serait drôle, non, ce serait inquiétant, que le pays n'ait jamais été autant... n'ait jamais eu autant l'aspiration d'un gouvernement national et qu'il soit dirigé par un communiste. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Je pense que la gauche, en vérité, et elle le montre aujourd'hui en faisant cette proposition, n'a jamais été aussi coupée des aspirations du peuple. Si on met une communiste à Matignon, qui va mettre l'État en faillite, qui va appauvrir nos agriculteurs, qui va appauvrir nos travailleurs, qui va faire couler nos TPE, nos PME par des politiques économiques folles, qui va désarmer la police parce que c'est le programme du nouveau Front populaire, qui va submerger la France par une immigration massive et des régularisations massives qu'on n'aurait pas vues depuis Mitterrand. S'ils pensent que c'est ça que veut le pays, mais ils sont déconnectés. Et je vais vous dire, les Français ne se laisseront pas se faire, ne vont pas accepter. Et on va plonger le pays dans le chaos avec ça. Et moi, je suis très grave là-dessus, parce que quand la gauche se coupe du peuple, déjà, elle s'écroule. Et là, elle survit grâce plutôt à des accords électoraux invraisemblables. Mais surtout, elle va mener le pays dans le chaos. Dans le chaos. Enfin, moi, ça m'inquiète énormément. Alors, Adrien Quatennens, puisqu'on parle de la gauche, et on en terminera là, Adrien Quatennens suggère une marche contre l'Élysée. Sophie Binet veut mettre, patronne de la CGT, veut mettre l'Assemblée sous surveillance. Est-ce que ça vous paraît peut-être à la hauteur des événements ou en tout cas porteur de risques? Non, mais c'est des méthodes de factieux. Enfin, pardon, mais ils se comportent comme des ligues des années 30. La dernière marche qu'on a vue sur l'Assemblée, c'était quand même en 34. Hein. Donc moi, je pense que ces gens sont de plus en plus dangereux. Je pense que ces gens sont véritablement un danger à la fois pour la démocratie, mais aussi pour le peuple. Parce qu'on voit bien que malgré tout ce qu'ils disent, ils ne sont pas connectés au peuple dans ses aspirations. Ils veulent gouverner sur leur programme et pas sur les attentes des Français. Et un programme qui est en coupure complète avec les aspirations des Français. Et je pense que ces gens-là vont faire beaucoup de mal à la politique, beaucoup de mal à la démocratie, et que Sophie Binet ferait mieux de parler un peu plus souvent avec des cheminots que de s'exprimer sur BFM TV sur la mise sous surveillance de l'Assemblée nationale, quoi. Parce qu'elles se rendraient compte que leur priorité, c'est un peu plus le pouvoir d'achat que de faire barrage au RN. Elles se rendraient compte que leur priorité aux cheminots, c'est plus la sécurité, remettre de l'ordre dans le pays, que de mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Donc, il ne faut pas s'étonner que la CGT ne représente plus personne. Il ne faut pas s'étonner que les syndicats aient aussi peu d'adhérents quand ils sont à des millénaires, des milliers de kilomètres des aspirations des Français, quoi. Enfin, voilà, à un moment donné... faut remettre les pieds sur terre, quoi. Faut remettre les pieds sur terre. Ces gens sont déconnectés. Je ne sais pas si c'est parce que elle vient il me semble qu'elle a été CPE, je crois. Je pense qu'elle est peut-être un peu déconnectée de la gauche ouvrière du pays. Mais en tout cas, c'est un fait.
On vous sent combatif. Merci Flavien Termet. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les indications sur notre site boulevardvoltaire.fr. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.